Bonjour, bienvenue. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on conditionne un esprit et comment aussi on peut le déconditionner. Alors d'abord, il ne faut pas en vouloir aux gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, la plupart, fonctionnent toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'ils suivent ce qu'ils perçoivent comme étant la norme sociale. C'est-à-dire qu'ils suivent ce qu'ils perçoivent comme consensus social pour une raison qui est simple. C'est que dans la nature, un être isolé, un être humain isolé, eh bien c'est quelqu'un qui meurt. C'est quelqu'un qui n'est pas apte à survivre. Et donc, les gens agissent en fonction de ce qu'ils perçoivent comme étant l'effet de groupe, comme étant l'effet, la norme majoritaire. Pourquoi est-il interdit d'évoquer la réalité ethnique de l'insécurité? Pourquoi le code pénal n'est-il pas appliqué? Pourquoi l'insécurité est hors de contrôle? Pourquoi le dire est un scandale? Eh bien pour une raison qui est très simple, c'est que les gens perçoivent que ces thèmes-là ont la capacité de les isoler socialement, et donc de les mettre en danger. Tout simplement, c'est parce qu'ils perçoivent que ça va les mettre hors du groupe. Et donc ça va, vous voyez, dans la nature, ça va les mettre tout seuls, et donc ils vont mourir. C'est dans notre instinct, en fait. C'est simple. Seule une trop petite minorité de la population a une pensée assez abstraite et rationnelle pour pouvoir s'opposer au consensus quand il lui apparaît erroné. Il y a aussi quelques cas cliniques qui s'opposent au consensus par principe. Mais la nette majorité plus émotionnelle et moutonnière, c'est beaucoup plus difficile. Renverser la perception de la norme sociale, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que les gens sont moutonniers. Et quand vous allez dans certains milieux où les gens pensent différemment, eh ben, en fait, vous vous rendez compte que vous tombez sur des gens qui s'opposent à la norme, mais de manière pathologique. C'est pas parce qu'ils raisonnent. C'est parce que quand la norme aura changé, eh bien, ils s'opposeront de la même manière. Il y a des gens... voilà, la plupart des gens qui s'opposent à la norme, en fait, c'est juste par pathologie. Ce sont des marginaux, en fait. À l'ère de la communication, ainsi que l'avait pressenti Gramsci, la relation de domination ne repose plus sur la propriété des moyens de production, elle dépend de l'aliénation culturelle que le pouvoir est en mesure d'imposer via la représentation des événements, produite par le système politico-médiatique, dont le rôle est de fabriquer de la pensée conforme et des comportements appropriés. On appelle cela le récit du réel. Et aujourd'hui, les gens n'adhèrent plus à ce récit par le cœur. Ils y adhèrent parce que ils ont la crainte de la censure, ils ont la crainte de se retrouver ostracisés socialement. Et ça, le pouvoir l'a très bien compris. C'est-à-dire que la puissance, c'est la capacité à protéger, et le pouvoir, eh bien, il s'applique de deux manières, soit par adhésion, soit par crainte. Et c'est ça aujourd'hui. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est par la crainte qu'il est capable de susciter. L'ego, c'est la peur de rester seul. Les gens ont besoin de se sentir moralement supérieurs, de peur de l'abandon du groupe. C'est un réflexe d'animal domestique. Les gens, aujourd'hui, l'éducation telle qu'elle est enseignée dans les écoles, mais aussi à travers les médias, elle fabrique des animaux domestiques. Et l'animal domestique, ce dont il a le plus peur, c'est de se retrouver seul, c'est de se retrouver sans son maître. Et donc en fait, les gens ont ce comportement-là. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est pas parce qu'ils pensent différemment de vous qu'il faut leur en vouloir. C'est leur instinct de survie, hein, tout simplement. C'est quelque chose de tout à fait normal. Par contre, cet instinct-là, il est manipulable. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. C'est-à-dire qu'il est manipulé, mais il est manipulable aussi dans l'autre sens. La dissonance cognitive survient quand les personnes sont confrontées à une information qui n'est pas cohérente avec leurs croyances.
Si la croyance n'est pas réduite en changeant sa propre croyance, elle peut avoir pour effet la restauration de la cohérence au moyen d'une perception erronée de cette information non cohérente, du rejet ou de la réfutation de cette information en recherchant le soutien d'autres personnes qui partagent les mêmes croyances et en tentant d'en persuader les autres en minorant les faits. Et oui, quand les gens vous leur donnez une idéologie, vous leur donnez une croyance, vous leur dites voilà, c'est ça la norme sociale. Et quand il y a des faits qui sont contraires, eh bien qu'est-ce que font les gens? Ça crée chez eux une dissonance cognitive. C'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive. Et donc à ce moment-là, il y a plusieurs effets. Soit ils vont tenter de minorer les faits, soit ils vont les nier, ils disent non, en fait, pas d'amalgame, etc. Ils vont même pas parler des faits, ils vont vous parler de ce qui leur permet de se maintenir dans la norme sociale. En vous disant pas d'amalgame, par exemple, c'est un exemple intéressant, c'est un exemple d'ingénierie sociale qui a très bien fonctionné. Sauf que ça fonctionne pas toujours si bien. J'approfondis. C'est pour ça que certains propos contestataires dérangent. C'est parce que notre apprivoisement nous amène à une dissonance cognitive. Première étape, négation. Deuxième étape, minoration. Troisième étape, éjection de la réalité. Négation, non, ça n'a pas eu lieu, c'était pas, non. Puis après, ah oui, mais en fait, c'est pas si grave, faut comprendre, il y a la guerre chez eux, etc. Et ensuite, éjection. Sauf que, c'est là qu'il faut arriver, c'est que sur la minoration, qu'il y a moyen de transformer la perception de la norme sociale. C'est à travers ça que se fait un endoctrinement, aujourd'hui. Certains admettent la réalité, mais ils sont très rares. Parce qu'ils sont alors capables de s'opposer à la norme, au groupe. C'est un parcours de rationalisation par la mise en évidence des dissonances cognitives qu'il faut alors exercer. Exemple. C'est étrange, au nom de la tolérance, de faire venir des gens intolérants et qui remettent en cause nos libertés. Quand vous tenez une phrase comme ça, vous ne passez pas pour quelqu'un de dangereux qui va mettre en danger justement la personne, et vous créez une dissonance cognitive chez votre interlocuteur. C'est pour ça que les gens les plus intéressants, en fait, ce sont les gens qui ne sont pas politisés. Là, j'insiste là-dessus, ne vous coupez surtout jamais des gens qui ne sont pas politisés et des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est eux qui sont intéressants. Parce que c'est eux, le baromètre, il se retrouve, il est chez ces personnes-là, vous comprenez? Il n'est pas chez les gens qui ont une idéologie ou des méthodes d'analyse, si vous voulez. Il faut, pour passer de l'étape 2, donc l'étape 2, c'est-à-dire la minoration, à l'acceptation plutôt que l'éjection du réel, utiliser des termes génériques. Exemple, la tolérance, les valeurs de la République, etc., etc. Pour maintenir un ascendant moral et ne pas froisser l'ego de son adversaire, mais lui faire comprendre que s'il est d'accord avec vous, il gagnera en supériorité morale. C'est-à-dire que vous jouez, vous dites, vous utilisez des termes génériques qui veulent rien dire, par exemple la tolérance, ça veut à peu près rien dire ce mot-là. Et quand vous utilisez des termes génériques, eh bien, vous faites comprendre à votre adversaire que s'il est d'accord avec vous, il va gagner en supériorité morale. Et donc à ce moment-là, vous ne vous opposez pas à lui, mais vous créez une sorte de portail qui va le pousser à venir dans votre sens parce qu'il va avoir l'impression d'augmenter ses chances de survie, en fait, tout simplement. C'est la survie, c'est là-dessus que repose la plupart des opinions des personnes, en fait, qui ne sont pas les leurs. Les gens répètent ce qu'ils ont entendu. Les gens sont des moutons. Ils ne raisonnent pas par eux-mêmes. Ils ne raisonnent pas. Les gens répètent ce qu'ils perçoivent comme étant la norme sociale. Parce que c'est leur instinct de survie. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est comme ça. Produire du consentement par une rationalisation des événements et la peur de l'exclusion du groupe, c'est convaincre les moutons, les masses. Faire comprendre que si la personne est d'accord avec vous, elle gagnera en supériorité morale et donc sera davantage acceptée du groupe. Macron a utilisé cette méthode, mais sans rationalisation, car en dehors du réel. Nous pouvons ramener les masses au réel via la rationalisation que nos adversaires ne peuvent utiliser qu'à leurs dépens. Sauf que eux ont une grande puissance avec eux, c'est-à-dire ils ont les médias et la crainte par la répression. Et oui, donc quand même le bâton. Autre facteur, il y a un autre facteur aussi qui oblige les gens
à s'opposer à la norme sociale, à la norme médiatique. C'est la confrontation au réel. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui ont, à travers l'Occident, qui commencent à s'opposer à la bien-pensance, qu'on appelle la pensée unique, etc. C'est simplement que la confrontation au réel, c'est-à-dire que quand la morale collective, donc héritée des parents, des médias, de l'école, etc., se confronte à une expérience personnelle différente, et ben, cela génère une capacité à remettre l'ordre établi en cause. Et aujourd'hui, de moins en moins de personnes ont les moyens de fuir le réel. Parce que, au fond, qui a les capacités de se mentir? Eh ben, c'est une question essentiellement économique. Parce que quand vous n'avez pas les moyens, eh bien, vous vous trouvez confronté de manière différente, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que tout le monde a compris, à ce qui se passe notamment dans les quartiers. Quand vous voyez qu'après le dernier attentat qu'il y a eu là, il y a eu 4 morts, je crois qu'il y a eu un lieutenant-colonel qui a été égorgé. Et bien dans les quartiers, vous avez eu des émeutes en soutien à l'égorgeur. Donc quand vous vivez dans ces quartiers, au bout d'un moment, vous comprenez qu'il y a quelque chose là qui se passe, et à ce moment-là, vous commencez à remettre en cause la norme que l'on vous oblige, que l'on vous apprend à travers les médias, à travers l'école. Le vivre ensemble, au fond, c'est une idéologie, ayant comme clergé les médias et ces journalistes qui se sont donnés comme mission de délivrer les normes idéologiques et morales. Le vivre ensemble a pour corollaire l'acceptation de sa propre invasion via l'autocensure des mots. C'est la contrainte du langage. On ne peut voir ce que l'on peut nommer. C'est pour ça que les mots changent selon les époques. C'est pas c'est-à-dire que certaines personnes, en tout cas le pouvoir actuel, pensent que en changeant les mots, on va changer la perception. En réalité, c'est très discutable. C'est très discutable. Donc, au fond, deux stratégies pour faire tilter les gens, qui sont simples. La première, c'est de tenir les propos les plus extrêmes possibles. Mais alors à un point qui va finir par se retourner contre vous, c'est-à-dire que vous vous sacrifiez. Ça marche auprès des jeunes. C'est-à-dire que plus vous tenez des propos radicaux, vous transgressez toutes les normes, plus la personne qui se retrouve en face de vous, bien sûr, elle va vous rejeter, elle va vous en vouloir, etc. Mais ce qui apparaît en dessous de ce que vous avez dit va lui apparaître normal. Plus vous tenez des propos extrêmes, plus les personnes que vous avez en face de vous percevront les propos en dessous de ceux que vous avez tenus comme normaux. C'est le principe de la fenêtre d'Overton. C'est de pousser dans le plus extrême possible pour tirer tout simplement les gens avec vous. Il y a une autre stratégie. Alors cette stratégie-là, elle marche chez les plus jeunes. Au pire, ça peut les faire marrer. Et donc, c'est efficace chez les plus jeunes. Il y a une autre stratégie, c'est la stratégie culturelle, du récit. C'est de faire des récits, c'est-à-dire, surtout ne parlez pas politique. Hein. Je vous le dis, les gens en ont rien à foutre, en général. Vous passez pour un dingo, et c'est chiant. C'est chiant, c'est des discussions qui sont lourdes, que vous n'allez pas amener facilement. Non, le plus intéressant, c'est de parler d'histoire. C'est beaucoup plus efficace. D'abord, vous intéressez tout le monde, les gens vous écoutent, ce sont des discussions qui sont intéressantes, que vous pouvez amener très facilement dans n'importe quel contexte. Et à travers le récit du réel, à travers le récit de l'histoire, là, vous pouvez aliéner les gens. C'est le plus efficace. Mais en fait, il faut les deux. Mais c'est pas la même personne qui peut faire les deux. Quand vous arrivez à combiner les deux, dans une société, là, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. D'autant plus que vous avez le réel avec vous. Donc là, les gens, la société, les gens se retournent contre la norme, puisqu'ils ont la perception d'une autre norme, et n'ont aucun problème à s'opposer au pouvoir, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la réécouter, parce qu'il y a des éléments efficaces que j'ai testés,
c'est une synthèse, hein, c'est une synthèse que je fais là, c'est une synthèse de Gramsci, c'est une synthèse de plein d'autres auteurs, sur l'endoctrinement, sur le contrôle du cerveau, et sur l'instinct de survie, comment ne pas le changer, mais comment orienter l'instinct de survie, voilà. La perception de la norme sociale, le consensus social, c'est la clé. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, restez solides.